Souvent on me dit: «Oui, il faut que tu ignores et cetera». Ça passe, moi ça fait Ouais, non, 1 an. Depuis quelques jours, de nombreuses streameuses et vidéastes dévoilent la face cachée parfois infernale de leur quotidien. T'es une femme sur internet, tu sais que ça va finir par arriver, c'est qu'une question de temps. Il y a un nœud qui se crée dans la gorge et tu n'arrives pas du tout à l'exprimer. Sur Twitch, des messages, des pavés pour me dire comment on allait me violer. Cette visibilité a été grave nocive pour moi. J'ai reçu à peu près 40 000, j'ai arrêté de compter, menaces de mort, de viol, appels au suicide ou à tuer toute ma famille et autres insultes. Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous dire que, encore une fois, aujourd'hui, nous sommes sponsorisés par Nextory. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes des très mauvais fans. Au-delà de... Pardon. Nextory, c'est une application de lecture et c'est la seule application de lecture qui vous permet d'avoir accès à différents formats comme des e-books, des livres audio, de la presse, des BD, etc. avec un choix dingo. Genre vraiment, vous en avez pour tous les goûts. Il y a des livres de jeunesse, des classiques, il y a les magazines Vogue, peu importe. Et moi qui suis étudiante, j'ai toujours besoin d'avoir accès à des livres, etc. Les bibliothèques, elles sont pas toujours disponibles parce que parfois elles sont en travaux ou parce qu'il y a énormément de queues et on va pas acheter des livres à chaque fois. C'est beaucoup plus rentable d'avoir un abonnement qui vous permet d'avoir accès à plein de livres. Surtout que là, vous pouvez vraiment avoir accès à vraiment beaucoup de choses. Et puis même, vous pouvez vous balader et découvrir des trucs que vous ne pensiez pas découvrir. Bref, en plus c'est sur votre smartphone, c'est toujours pratique de l'avoir dans la poche, c'est-à-dire que vous êtes dans les transports, vous pouvez lire, vous êtes dans la salle d'attente chez le médecin, hop, vous pouvez sortir et vous pouvez lire n'importe quoi, vous avez des écouteurs, machin, vous pouvez vous promener en écoutant Proust, dingo. L'interface est super cool, vous allez avoir plein de catégories, plein de trucs pour chercher et trouver chaussures à votre pied. Moi perso, voilà des petits livres que j'ai déjà lus ou que je compte lire sur Nextory. Et sachez que si vous voulez, avant de vous abonner, tester Nextory, Nextory vous offre, avec le lien dans la description et qui s'affiche juste ici, 45 jours offerts sur la formule standard plutôt que 14. Mais déjà 45 jours, vous avez le temps d'en lire des livres et puis vous pouvez vraiment vous familiariser avec la plateforme avant de décider si oui ou non vous voulez vous abonner. Vous pouvez vraiment vous renseigner, lire pour le plaisir, etc. Vous remettre à la lecture si c'est une habitude que vous avez perdue, ce qui est mon cas. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Hello, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que j'ai envie d'aborder depuis très longtemps et dont je vous avais déjà parlé, entre guillemets. Et ce sujet il a refait surface récemment avec les témoignages de Magla, de Charlie Danger, etc. Quant au cyberharcèlement qu'elle subissait en permanence et de manière systématique. Des trucs en mode ouais, je vais te retrouver, je vais te buter, je vais t'égorger. Et le mec, il est sous toutes les vidéos où j'apparais, il recrée compte sur compte, donc on le capte à chaque fois. Comment est-ce qu'on en est arrivé au fait que chaque créatrice de contenu ait sa propre histoire avec le cyberharcèlement, même si bien sûr tous les créateurs de contenu ont techniquement sûrement subi des vagues de haine, etc. Il y a quelque chose de systématique et de spécifique dans le cyberharcèlement que décrivent Magla ou d'autres streameuses, notamment vis-à-vis de la sexualisation. C'est l'occasion de faire le point et d'essayer de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre dans toutes ces histoires qui, de manière assez troublante, se recoupent pour beaucoup. En 2016, sur YouTube principalement, mais sur plein d'autres plateformes en ligne, il y a des personnes qui se sont créées un nom, des personnes qui sont devenues des créateurs de contenu, en réagissant à ce qu'ils appelaient des social justice warriors, donc des guerriers de la justice sociale. Parmi eux, vous connaissez peut-être Ben Shapiro, Blair White, Jordan Peterson, Calvin Garra, Candice Owens. Je sais pas si c'est des noms qui vont vous parler puisque c'était surtout des gens connus aux États-Unis et en France en vrai ils avaient pas trop d'écho, mais ils avaient un peu des équivalents, genre le Raptor dissident. On se sait quand je dis ça. En gros, c'était des youtubeurs qui réagissaient à des vidéos virales qui tournaient par exemple sur Facebook ou des trucs comme ça. De féministes énervés, de militants tout genre qui paraissaient ridicules. Les vidéos elles étaient courtes, elles étaient prises hors de tout contexte et elles paraissaient vraiment absurdes. Et elles appelaient à aucune compassion envers les gens qui étaient dans ces vidéos. Like, I'm gonna post a picture showing that I have armpit hair because that makes me special, that makes me unique, that makes me interesting. It really doesn't. But not this one. Stay with me here. They feel a strong connection to being agender and another part of their gender feels fluid. One part will always feel agender, the other part will fluctuate between masculine and feminine. Hope that could help.
that didn't help. So, just want to point out that your kids actually watch this crap, and then they start to believe that you can identify as Libra gender, which, if I get this right, means that you mostly feel connected to a gender, which is weird. I'm not sure how you'd feel connected to that. Looks like we're gonna be calling you she. So when she's done playing dress up and pretending like she has a mental illness, I can think of maybe why you hate your body, and I don't think it's because you're trans. That's because you like attention. Toxic masculinity! Saying God bless you after somebody sneezes. Oh, that would be a microaggression because of different religions. Yeah, it could be a microaggression to someone who doesn't believe in God. Sir, bless you, sir. How dare you? Triggered SJW cringe. Of cis het white girls. They are heterosexual, only attracted to opposite gender, and cisgender, not transgender. So they're just white girls? Et en réaction à ce phénomène qui a quand même pris une ampleur assez dingue, on a forgé le concept de alt-right pipeline, qui est donc la descente aux enfers, un peu le cercle vicieux, le raccourci tout droit vers l'extrême droite, parce que en fait, en y regardant de plus près, on s'est rendu compte que les plus modérés, donc ceux qui parlaient aux viewers lambda et peu politisés, qui cherchaient juste à se divertir, qui cliquaient donc par curiosité un peu sur une miniature où on voyait une femme qui avait l'air super énervée avec des cheveux rouges, ils entraînaient ces viewers sur une pente glissante qui les amenait sur des vidéos qui étaient du même acabit mais plus radicales, plus politique, moins clémente à l'égard des féministes, des antiracistes, etc. qui étaient dans ces vidéos et qui avaient beaucoup plus recours à la panique morale. Et en fait, chaque étape de cette descente aux enfers dans l'extrême droite, etc. faisait appel à un degré de panique morale différent, un degré de panique vis-à-vis de la menace féministe ou de la menace woke que les médias français adorent encore utiliser parce qu'ils sont un peu en retard, ils sont un peu dans leur ère 2016, vous voyez. Et de fil en aiguille, de recommandation en recommandation, le viewer qui partait de la vidéo un peu drôle d'un mec sympa et divertissant qui réagissait à une féministe aux cheveux rouges qui disait que tous les hommes étaient des violeurs, le viewer atterrissait super facilement dans du commentaire politique d'extrême droite, parfois même dans des cercles néo-nazis, et ce sans s'en rendre compte, parce que de recommandation en recommandation, c'était toujours plus radical, mais il y avait une accoutumance progressive au truc. Il y a une vidéo super qui existe à ce sujet, je vous la mets dans le petit i qui explique les mécanismes de descente dans cette extrême droite, pour le coup très américaine, parce que elle est empreinte du discours de la culture war, donc de la guerre culturelle. Et donc je vous la mets ici en description et je vous invite à aller la voir parce qu'en vrai elle est un peu longue mais elle est super intéressante pour comprendre précisément les mécanismes de ce truc, comment ça fonctionnait. Si cette période d'internet nous a appris quoi que ce soit sur la production et la consommation de contenu en ligne, c'est que internet a les moyens d'être hostile, voire très hostile, et qu'il est super facile en fait de créer une communauté à travers le rire et de la radicaliser et d'y banaliser le harcèlement comme un ciment communautaire pour s'enfermer dans des cercles ultra soudés, hermétiques et qui répondent plus qu'à eux-mêmes en quelque sorte, plus qu'à leurs propres règles, leurs propres normes, leurs propres références communes, de manière quasi complètement déconnectée de la réalité. Pour les anti-guerriers de la justice sociale, c'était super facile parce qu'il suffisait de trouver des vidéos sans aucun contexte, où on voit quelqu'un d'un peu étrange, vous voyez ce que je veux dire, qui dit des choses que le viewer n'a pas l'habitude d'entendre, et dont il ne peut pas ressaisir le raisonnement, la base argumentative, le paradigme, le point de départ, ou même ce à quoi ça répond. Le youtubeur, en coupant la vidéo, en l'isolant de ouf de toute chose qui pourrait la ressaisir dans un truc compréhensible, il incarne le bon sens de manière presque évidente, et le viewer ne peut que se rallier à cette évidence. Il y a une antagonisation progressive de personnes caricaturées, et souvent d'ailleurs c'est le même type de personne parce qu'on s'accoutume à se moquer d'un type de personne, vous voyez ce que je veux dire. C'est plus facile quand c'est des personnes dont le discours est pas très présent sur la scène médiatique, des gens marginalisés. Fallait prendre des gens dont le discours était plus rare, moins compris, etc.
est susceptible de provoquer une réaction plus intense, j'ai envie de dire une réaction presque chimique. Le viewer doit avoir l'impression qu'on s'en prend à lui, qu'on s'en prend à ce qu'il connaît, à l'ordre des choses qu'il connaît, qu'on va le mettre en prison parce qu'il n'est pas assez woke, etc. Vous voyez. On dresse devant lui le portrait d'un ennemi imaginaire contre lequel, à force d'engagement, d'interaction, etc., il se radicalise. D'autant que dans leur cible d'audience, ces vidéos, elles visaient des gens un peu apolitiques, sûrement en proie à une forme de solitude jamais conscientisée dans un monde où on est de plus en plus individualisé et tout est dématérialisé, on est de plus en plus seul, mais quand c'est jamais conscientisé, parce qu'il n'y a jamais besoin de le conscientiser, parce qu'on est toujours à l'intérieur de la norme, c'est sûrement moins facilement gérable puisqu'on connaît pas la source de son problème. Et sur internet, la capacité à trouver une communauté, à s'y forger une forme d'identité, c'est sans précédent. Enfin, je veux dire, c'est une faculté qu'on n'avait jamais eue dans une telle mesure avant, et ce, même si ça implique de s'enfoncer toujours plus et de se distancer de plus en plus des gens qui nous entourent en réalité. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans certains cercles masculins en ligne, puisque dans les théories féministes, on a souvent parlé de crise de la masculinité, donc pour décrire ce moment où les rôles genrés changent, où il y a une visibilisation du changement des rôles sociaux en fonction des genres, donc sur internet, ça peut être le fait qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu, que la parole des femmes est plus libérée, etc. Et face à ça, il y a un mouvement de réaction de personnes qui se fondent en tant que communauté en essayant de retrouver une identité masculine et un rôle masculin, une virilité traditionnelle, perdue entre guillemets. Donc de rétablir cette masculinité et de refonder une identité masculine malgré les changements qui sont donc visibles, entre guillemets. Et ça veut pas dire que c'est un projet qui est conscientisé ou volontaire. En réalité, la plupart du temps, ça l'est même pas, puisque ça va être des mecs lambda qui vont arriver sur internet, se familiariser un peu avec des idées qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, comme des idées féministes, etc. Et ils vont potentiellement se sentir menacés. Et donc ces mecs-là peuvent facilement se retrouver à interagir avec des mecs qui ont les mêmes ressentis vis-à-vis de tout ça. Il y en aura peut-être qui seront plus politisés, plus radicaux, et on va fonder une communauté donc autour du fait de se moquer un peu de ça, d'en rire, etc. et se radicaliser progressivement de la même manière que les anti-SJW dans les années 2016-2017 se sont enfermés progressivement dans une communauté qui s'est radicalisée et dont le ciment c'était de se foutre de la gueule des personnes trans, des femmes, peu importe. Et donc pour vous prouver que tout ça n'est pas que théorique, j'ai voulu vérifier mes dires et je me suis créé un compte Twitter et un compte TikTok un peu en mode infiltré, vous voyez, genre je me suis présentée comme un mec lambda qui débarque sur Twitter et qui débarque sur TikTok. Il aime bien le foot, les mangas, les jeux vidéo. Et le truc c'est que ce soit sur TikTok ou sur Twitter, en l'espace d'une trentaine de minutes, en maximum 1 heure, je me suis retrouvée avec des fils d'actualité quasi masculinistes, frôlant le truc un peu incel et tout, parce que le mec qui aime bien les jeux vidéo, il aime bien les streamers, et puis les streamers parfois ils ont des propos limites, et puis les communautés de streamers elles se sentent un peu parfois impunies, donc elles disent des trucs, et de fil en aiguille en fait tu te retrouves avec des trucs super violents, ta télé se remplit super rapidement de plein de trucs parasitaires autour des sujets par lesquels t'as dit que t'étais initialement intéressé. Et forcément ça s'incruste dans le truc, ça s'incruste dans les sujets que tu vois en permanence. Et c'est comme ça que tu entres dans cette communauté et que tu commences à potentiellement dégringoler la pipeline, quoi. Et donc non seulement il y a une radicalisation par la communauté, en plus internet fait tomber une barrière importante dans la mesure où, après avoir vu une vidéo de Milo Stewart par exemple, qui était une cible très fréquente des anti-SJW, à l'inverse de si ça se produisait en vrai, le viewer il est beaucoup plus à même d'aller réagir, d'aller insulter la personne, d'aller laisser des commentaires négatifs, de laisser un tweet incendiaire, etc. Parce que sur internet on est protégé par un anonymat relatif, que ça va être banal, mais il y a une distance qui est confortable pour le mec qui veut insulter et la personne qui est insultée, et il y a une relation particulière à ce qu'il consomme, c'est-à-dire qu'il est pas
pas face à quelqu'un. Et on a souvent parlé de cette relation particulière en parlant de la relation parasociale, qui est donc ce lien affectif illusoire entre un viewer et quelqu'un qui crée du contenu. À l'inverse, on pourrait parler d'une relation antisociale qui est ce moment de désaffection totale, de déshumanisation complète. C'est-à-dire qu'à force d'antagoniser un certain groupe de personnes pour renforcer le sens de la communauté à laquelle on appartient, puisqu'une communauté se fonde et survit en quelque sorte en ayant des frontières délimitées, donc il faut qu'il y ait un extérieur de la communauté, on en vient à ne plus considérer les gens qui ne sont pas à l'intérieur de cette communauté comme des personnes, mais comme des symboles. Ce que les créatrices comme Magla ou Charlie Danger décrivent aujourd'hui comme un harcèlement systématique et permanent, c'est le prolongement et l'amplification de cette dynamique de communauté majoritaire qui s'en prend à une minorité réduite au statut de symbole antisocial et extra-communautaire. Et oui, on parle bien de majorité et de minorité, puisque les femmes sur les réseaux sociaux sont une minorité. Sur la majorité des plateformes, les femmes sont minoritaires et les créatrices de contenu quasi inexistantes proportionnellement aux hommes. Il n'y a qu'à voir la manière dont, en 30 minutes sur TikTok ou Twitter, je me suis retrouvée avec du contenu qui reprenait des clichés misogynes. Donc ça commence avec des trucs cons, ça commence avec un mec qui met un t-shirt sur sa tête et fait semblant d'être une femme, ou joue un rôle de femme, un peu en mode sketch humoristique, etc. Ou des tweets qui disent que Toutatis et Polska sont ridicules, etc. Et on en arrive vite à des vidéos où Péfut se moque d'Ultia, des trucs qui ridiculisent les situations, des gens qui insultent, des streameuses à n'en plus finir, enfin bref. Ça, en continu, dans une TL ou dans un fil TikTok, ça matrixe le cerveau aussi. Enfin, je veux dire, non seulement ça matrixe le cerveau, mais aussi c'est un bon moyen de le banaliser dans l'esprit de la personne. Et quand on voit des clichés qu'on a déjà un peu intégrés par la socialisation, banalisés et aussi assumés, bah forcément ça crée une sorte d'univers d'impunité où c'est ok de dire des trucs comme ça, c'est ok de citer le tweet de Lena Situation pour dire que c'est vraiment une grognasse, genre. Et en fait, le truc c'est qu'on aura beau interpeller les plateformes pour demander plus de modération, en fait, dans le fond, quand on s'intéresse au business model de ces plateformes, c'est même pas dans leur intérêt de protéger les créateurs et surtout les créatrices du cyberharcèlement. Les réseaux sociaux, ils fonctionnent grâce à deux sources principales de revenus qui sont la publicité et la revente de données. Et dans les deux cas, ces sources de revenus, elles augmentent plus vous passez de temps sur les plateformes. Soit parce que plus vous passez de temps, plus vous voyez de publicité, soit parce que plus vous passez de temps, plus vous interagissez avec des tweets ou des TikTok, etc. Ce qui permet d'affiner les statistiques qu'on a sur vous, les données que l'application récolte sur vous, et donc de revendre plus de matière. Mais le problème, c'est que comme business model, c'est difficilement rentable. Depuis 2012, Twitter n'a eu que 2 années, 2018 et 2019 je crois, où sur le bilan de l'année, il a fait du bénéfice et non pas une perte. Or, ces entreprises, pour être rentables, elles doivent être croissantes. Il faut qu'il y ait un bénéfice permanent. Et donc, pour continuer à exister dans cette économie, ces plateformes, elles doivent vous faire passer plus de temps sur leur plateforme, sur leur site, etc. Et donc, il faut toujours plus vous engager parce qu'on peut pas juste vous demander de rester plus longtemps. Enfin, on va pas vous dire bonjour, est-ce que vous pourriez passer 30 minutes de plus? Non, il faut que ça vienne naturellement, que vous ayez l'impression d'avoir envie de passer plus de temps. Donc, que vous soyez plus engagé, plus enfoncé plus profondément dans tout ça. Il faut que vous ayez l'impression que votre interaction, votre parole, votre truc est nécessaire. Et je dis ça, mais j'en fais partie aussi, hein, bien sûr. TikTok, Twitter, YouTube, tout ça, ils bénéficient de ces cercles vicieux où quand vous voyez une vidéo, un discours qui vous déplaît, vous interagissez avec. Et c'est pour ça que dans votre TL Twitter, vous avez des tweets de gens que vous suivez pas mais qui pourraient vous intéresser, ou que sur TikTok il y a une nouvelle fonctionnalité qui fait qu'en allant dans l'espace commentaire vous pouvez directement cliquer sur un autre sujet qui pourrait peut-être vous intéresser en lien plus ou moins distant avec cette vidéo. Mais c'est triste à dire, mais le cyberharcèlement et la constitution d'une communauté harcelante, c'est une des formes d'engagement les plus efficaces parce que vous vous sentez personnellement impliqué, puisque vous avez l'impression d'avoir une place dans cette communauté, d'en faire partie et de la constituer. Et c'est pour ça que quand j'ai créé le compte TikTok, que j'ai affiné l'algorithme pour frôler le fait d'être un incel quasiment, j'arrivais toujours à avoir une fois toutes les 30 vidéos environ, une vidéo que TikTok savait me ferait réagir, genre une meuf avec des poils, ou alors une meuf en surpoids body positive, ou un couple LGBT, etc. Parce que il y a besoin de cet engagement. TikTok,
Twitter, YouTube, Twitch, peu importe, vous jettent dans la gueule du loup. Parce que pour eux, peu importe si les interactions sont positives ou négatives, il faut des interactions. Et vous savez très bien, comme moi, que ce qui est négatif suscite beaucoup plus de réactions que ce qui est positif. Les femmes sur les réseaux sociaux sont donc toujours dans la position du chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, c'est une expérience de pensée dans laquelle, techniquement, on mettrait un chat dans un carton avec une fiole de produits radioactifs, on ferme le carton et tant que le carton n'est pas rouvert, le chat pourrait être aussi bien mort que vivant. Disons qu'il y a une chance 50% de chaque, donc Schrödinger dit le chat est à la fois mort et vivant. Et les femmes sont toujours à la fois potentiellement dans et potentiellement dehors de la communauté, potentiellement toujours acceptables et potentiellement toujours inacceptables. Donc les créatrices de contenu sont toujours prises au piège entre le fait de dire je décide de me protéger, de ne pas prendre une vague de cyberharcèlement, donc je vais essayer de m'intégrer dans cette communauté, entre guillemets, donc de faire profil bas, de me la fermer globalement et de sacrifier une part de mon identité, soit prendre l'autre chemin qui est de s'affirmer en dehors de cette communauté, donc en étant elle-même, en osant dire ce qu'elle pense, etc. Et la retombée, c'est que le cyberharcèlement qui s'ensuit est terrible. Et leur position, donc, elle est jamais neutre, parce qu'il faut toujours se réaffirmer avec ou contre la communauté dominante, mais le fait de s'affirmer avec, il est quasiment impossible en fait. Par leur identité même, elles contredisent l'identité de la communauté. Le positionnement des femmes est toujours donc vu comme quelque chose de dérangeant, de disruptif, on va dire, et jamais vraiment à sa place en fait. Et cette réaffirmation contre la communauté dominante, elle est même pas consciente ou volontaire de la part des femmes, puisque par exemple une tenue sexy, une tenue jugée trop sexy, ça va être considéré comme un affront à la communauté dominante et harcelante. T'es bonne, je te fais ci, je te fais ça. Comme une tenue pas assez sexy, ça peut être jugé comme une tenue qui va à l'encontre de la norme de la communauté. Ça se voit que t'as des gros seins, pourquoi tu les caches? Qui mérite donc une forme de harcèlement ou une forme d'interaction pour souligner que la tenue est trop sexy ou pas assez sexy. En fait, il y a une forme de police de cette communauté qui se sent un devoir d'interagir et de corriger ce qui se passe. Or, dès qu'une personne est positionnée en dehors du groupe, elle est amenée par des processus d'abord innocents, sous couvert de caricature, d'humour, etc. Par la suite de déformation, d'éloignement, de déshumanisation, et puis finalement presque de mystification, genre un peu obscure, genre on dit, on jette un voile un peu genre en mode qui sépare le membre de la communauté de la personne qui en est en dehors, en disant mais c'est vraiment quelle créature étrange, tu vois. Ça déshumanise complètement les créateurs, et enfin surtout les créatrices, qui sont en dehors de ces communautés de manière inévitable, et ça légitime le cyberharcèlement en fait. Le cercle vicieux est d'ailleurs assez terrible puisque quand les créatrices réagissent à ce cyberharcèlement, la communauté harcelante peut exploiter comme matière cette réaction en l'extrapolant, en la décrédibilisant. C'est facile de dire regardez elle en fait des caisses, etc., parce que tu sais très bien que tout le monde va être d'accord avec toi, parce que vous avez tous suivi le même chemin pour en arriver là, et que du coup forcément vous tombez tous d'accord. Les clichés sexistes sont super facilement renforçables et exploitables comme justement ciment de solidarité masculine, et ça fait qu'on assiste à des trucs sur les réseaux sociaux on s'excuse mutuellement de tout. On dit des dingueries et ça passe. Par exemple, je veux dire, Lena Situation qui sort sa paire avec Adidas, et en 10 minutes sur mon compte Twitter infiltré, j'ai vu des trucs sur elle qui étaient absolument immondes. C'est vraiment terrifiant, genre. Bref, tout ça c'est pas anodin et les réponses peuvent pas être simplement d'interpeller les plateformes parce que jamais on aura une vraie réponse de leur part. Le but c'est de déradicaliser les gens qui sont accoutumés à un sexisme ultra banal et justement de faire voir autre chose. Il faut en plus s'imposer en tant que femme sur ces plateformes, il faut les investir à fond et en tant que viewer, il nous faut, parce qu'on est tous viewers, tu vois, il nous faut tous protéger et aussi genre interagir de manière positive. Et c'est con à dire hein, mais il faut vraiment genre commencer par remarquer tout ça, remarquer le fait que c'est un ensemble d'engrenages et pas juste des trucs isolés en mode ouais il y a un mec un peu fou, un peu taré qui a commenté ça, parce qu'en fait en disant ça on regarde pas le problème en face et on s'empêche de trouver des solutions. Donc voilà, après moi les solutions je les ai pas personnellement, je peux pas deviner les solutions, mais sachez que déjà comprendre c'est la première étape entre guillemets, et j'espère que vous aurez aussi à me souligner des trucs dans les commentaires que peut-être vous avez à dire que j'ai pas mentionné, parce que déjà
je pouvais pas tout mentionner. Mais voilà, et vraiment je voulais que cette vidéo elle soit d'utilité publique parce que c'est un truc que moi j'ai vécu sur TikTok, mais que en fait quand je me renseigne un peu autour de moi, les meufs qui font du contenu, bah c'est toutes les mêmes histoires, genre. Bah voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous avez pu suivre ce que j'avais à vous dire et qu'on peut ensemble réfléchir à ça avec un esprit un peu plus critique que juste dire oui c'est triste ce qui arrive aux femmes sans réfléchir aux mécanismes qui amènent ça. Je vous embrasse très fort, à très bientôt et prenez soin de vous, prenez soin des créatrices de contenu dont vous aimez le contenu et voilà.